Bonjour à toutes et à tous. On va donc aborder la fin du chapitre 10, épisode 3 cette fois-ci. Et du coup, je vous rappelle qu'il vous faut l'activité documentaire, il vous faut le chapitre pour pouvoir prendre en note, quoique l'activité documentaire elle est terminée. Donc vous avez besoin que du chapitre pour pouvoir prendre en note au fur et à mesure. Je précise aussi que la version professeur ne sera pas disponible en ligne pour ce chapitre-là. Et on va terminer justement sur les alliés pour aller un peu plus loin. C'est-à-dire que là, on a toujours modélisé jusqu'à présent l'amplificateur linéaire intégré comme en fait un système idéal. Et on va justement essayer de modéliser cette fois-ci l'ALI, non pas comme un système idéal, mais comme un ALI réel. Prendre ses imperfections en compte, si vous voulez. Donc, il faut faire attention dans cette vidéo là, enfin du moins pour le départ, ce qu'on étudie, c'est uniquement pour l'instant l'ALI tout seul. C'est-à-dire l'amplificateur linéaire intégré, il n'y a pas de dipôle autour, on étudie que l'ALI. Donc le signal de l'entrée, comme je l'avais dit dans l'épisode 1, c'est du coup la tension différentielle entre les deux entrées, c'est-à-dire V plus moins V moins. Et le signal de sortie ici c'est S. Donc le signal de l'entrée ici c'est epsilon et le signal de sortie c'est S. Et donc vous voyez qu'ici, en fait ça c'est l'ALI, le rectangle qui est ici, ou l'amplificateur opérationnel, c'est l'ancien nom. Et on va essayer de le modéliser, cet ALI, ici, on va essayer de modéliser ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si ça vous intéresse, vous irez voir exactement ce qu'il y a dans un ALI. Il y a plusieurs modèles qui sont vendus par les constructeurs. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Donc, on essaie de modéliser par trois éléments, en fait. Ici, la résistance que j'appelle RD, la résistance que j'appelle Rho, et l'alimentation ici idéale, générateur de tension idéal, dont la tension est égale à A0 fois epsilon. Vous voyez, A0, c'est l'amplification en boucle ouverte ici, et c'est l'amplification, donc on prend epsilon et on multiplie par A0. Donc on va modéliser donc cet amplificateur ici par RD ρ. Alors c'est bizarre parce que pourquoi RD, pourquoi ρ? Autant on peut comprendre qu'il y a une amplification entre lui et la sortie, mais c'est quoi ces deux résistances qui sont là? Eh bien justement, on va essayer si on prend comme modèle ceci pour l'amplificateur linéaire réel, on va essayer de déterminer ses impédances d'entrée et de sortie. Donc je vous ai remis à nouveau la définition de l'impédance d'entrée ici d'un système qui fonctionne pour tous les systèmes et on va l'appliquer à notre Ali. Ici, donc le signal de l'entrée, c'est epsilon. IE, ici, c'est I+, c'est le courant qui arrive ici. Et donc, ça va donner epsilon sur I+. Et en fait, si vous regardez, pardon, epsilon, en fait, et IE, c'est-à-dire I+, ils sont liés par une loi d'Ohm grâce à RD. Donc, ce que j'ai écrit ici, epsilon, c'est RD fois I+. Donc, je vais pouvoir remplacer epsilon là-dedans. Et ça va faire RD fois I+, sur I+. Donc ça veut juste dire que l'impédance d'entrée, finalement, c'est ce qui est écrit ici, c'est RD. Donc en fait ici, ça c'est l'impédance d'entrée de l'amplificateur opérationnel de l'ALI, tout simplement, dans notre modèle. Ça c'est l'impédance d'entrée. Ensuite, si vous avez compris à votre avis que va être ρ, bravo, c'est l'impédance de sortie. Donc on va le démontrer. Je vous ai remis ici la définition de l'impédance de sortie. Et d'après la loi d'émail, alors la loi d'émail qu'on va appliquer dans cette maille-là, on va avoir un lien entre A0 fois epsilon, Uro et S. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici, S c'est égal à A0 fois epsilon plus Uro. Et je vous rappelle que Uro, grâce à la loi d'Ohm, ici, Uro, et donc qu'on applique au dipôle ρ, la loi d'Ohm, c'est Uro égale ρ fois S, ah non, moins ρ fois S, parce qu'on est en convention, ici générateur. Et ici, je vous rappelle que E, c'est epsilon, et si E vaut 0, pourquoi je dis ça vaut 0? Eh bien, parce que ici, dans la définition de l'impédance de sortie, il faut que E vaille 0. Donc, c'est-à-dire que epsilon vaut 0. Donc, lui vaut 0. Donc, il reste tout simplement que le signal de sortie, c'est moins ρ fois IS. Et c'est pareil, du coup, là, je vais remplacer S là-dedans. Il va rester quoi? Moins ρ fois IS divisé par IS. Et donc, du coup, il va nous rester tout simplement que l'impédance de sortie, c'est ρ, ici. Donc, ici, en fait, quand on prend ce modèle de l'ALI, ça c'est l'impédance d'entrée, ça c'est l'impédance de sortie de l'ALI. Et ça, c'est du coup, si vous voulez, ça modélise ce qui nous permet d'amplifier ici la tension epsilon. Bon, donc comme à son habitude, il va falloir savoir comment se comportent ces impédances. Bon, vous le savez en fait, on l'a dit tout à l'heure, l'impédance d'entrée, enfin tout à l'heure, dans l'épisode 2. En fait, il faut que l'impédance d'entrée, la valeur de l'impédance d'entrée, soit toujours la plus faible ou la plus grande possible. Je me souviens plus trop. L'impédance de sortie doit être toujours la plus grande ou la plus faible possible. Et donc, je voudrais juste retrouver en fait cette étude avec ce cas-là ici. Bon, bah c'est parti. J'ai pris un Ali.
Ici, hein, donc, ce qui est dans le rectangle, là, c'est la lie. L'impédance d'entrée Z2, l'impédance de sortie ZS. Donc, c'était mon RD et mon ρ hein, de tout à l'heure. À nouveau, A0 fois epsilon. La tension d'entrée epsilon. Faites attention, j'ai juste inversé plus et moins ici. Hein. Et ici, vous avez votre GBF qui est branché aux bornes de la lie. Et en sortie, ici, on a justement une impédance que j'appelle ZU, qui est l'impédance qui symbolise en fait l'impédance d'entrée de ce qui vient après la lie. Et donc cet exemple, il est assez joli parce qu'en fait, si vous regardez, vous avez votre GBF ici qui a son impédance de sortie ZTH qui s'enchaîne avec l'ALI qui est vu du coup du point de vue des GBF comme une impédance d'entrée Z2. Ensuite, vous avez l'ALI qui se transforme du coup en générateur entre guillemets, donc qui du coup a son impédance de sortie ZS, qui est oui, son impédance de sortie ZS, qui est donc vu, qui voit pardon l'impédance d'entrée ici de ce qui vient après qu'on appelle ZU. Vous voyez, donc il y a vraiment une succession de sorties, entrée, sortie, entrée. Bref. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que, souvenez-vous, hein, que ici, la tension qui est délivrée ici soit égale à la tension qui arrive en fait aux bornes de la lie. Donc, à nouveau, on repère comment on appelle ça, un pont diviseur de tension ici. Et donc, ce pont diviseur de tension, comme tout à l'heure, ça va être donc E ici, c'est la tension aux bornes de Z2. ETH, c'est la tension aux bornes ZTH et Z2. Et donc, on trouve cette formule qu'on a déjà exploitée dans la vidéo précédente. Et comme dans la vidéo précédente, si on veut que en entrée, hein, donc epsilon, ça soit égal à ETH ici, il faut qu'en fait, tout simplement, le module de l'impédance d'entrée ici soit très grande face au module de l'impédance de sortie ici. Voilà. Donc, on trouve à nouveau que le module, pardon, que la valeur, oui, le module de Z2, donc l'impédance d'entrée, doit être la plus grande possible. Donc ici, hein, Z2 doit être le plus grand possible. Bon, même chose ici pour ce système-là. En fait, S, c'est la tension borne de ZU. A0 fois epsilon, c'est la tension borne de ZS fois ZU. Donc on a à nouveau un pont diviseur de tension qui donne cette formule-là, ici. Et comme précédemment, nous, on veut que tout ce qu'on délivre ici soit envoyé au système qui est ici. Donc il faut que A0 soit égal à 0 fois epsilon soit égal à S. Et si vous regardez, pour que ça soit le cas, en fait, il faut que du coup, le module de ZU soit très grand dans le module de ZS. Donc il faut à nouveau que l'impédance de sortie soit très faible ou que ZU soit très grand. Mais vu qu'on se concentre, nous, sur la ligne, hein, ici, il faut que ZS soit le plus grand possible. Et je vous ai donné ici, pour conclure là-dessus, en fait, un tableau pardon, qui récapitule les caractéristiques que donnent des constructeurs sur deux modèles d'ALI, TL081 et 747. Et qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez, les impédances d'entrée, hein, c'est de l'ordre du gigaohm ou du mégaohm. D'ailleurs, on voit que du coup que le TL081 a une impédance d'entrée beaucoup plus grande, hein, un facteur du coup 1000 hein, entre les deux. Et du coup, il va davantage respecter cette condition-là au point de vue adaptation d'impédance. Voilà du coup pour cette première limite de l'impédance d'entrée et de sortie. Donc en gros, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que vous voyez qu'un Ali réel, hein, il n'a pas une impédance d'entrée infinie. Il a une impédance qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. Pour qu'il soit vraiment idéal, il faudrait qu'elle soit infinie. Maintenant qu'on a vu ça, il vous donne aussi, je ne sais pas si vous avez vu, le constructeur, ce qu'on appelle le produit gain bande passante. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce produit gain bande passante? J'ai très envie de le découvrir. Justement, c'est la dernière partie du chapitre. En fait, on va justement prendre un exemple pour ça. Il me faut un exemple. Je vais prendre le système qu'on appelle le système inverseur. Pourquoi? Parce que quand vous trouvez la transmittance de système, hein, c'est un allié idéal qui est en régime linéaire, vous avez la boucle, vous avez la structure habituelle, et ben ça va faire moins R2 sur R1. Si vous calculez le gain, et ben du coup ça va faire 20 log, comme c'est une valeur absolue hein, ici, ça va faire 20 log de R2 sur R1, et qu'est-ce qu'on trouve? C'est que le gain est constant. Ça veut dire que quel que soit, alors du moment où bien sûr, hein, vous respectez les conditions pour être en régime linéaire et pas en saturé, mais quelle que soit la fréquence que vous envoyez ici, en fait, le gain sera tout le temps le même. Ici, du coup, en sortie, vous aurez la même amplification en sortie, quelle que soit la fréquence. Donc, si par exemple, je prends que la résistance ici, hein, c'est 100 fois la valeur de la résistance ici. Donc ça fait 20 log de 100, hein, c'est ça, R2 c'est 100 fois R1, donc 100 fois R1 sur R1, donc 20 log de 100 ici, et donc du coup ça veut dire que la transmittance ici elle vaut moins 100, et du coup qu'est-ce que je vous disais? Ça veut dire que son module, donc l'amplification, vaut 100. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'on constate? Bah, du coup, quelle que soit la fréquence, ça c'est un diagramme de Bode hein, ici que je vous présente en gain, quelle que soit la fréquence, si vous faites 20 log de 100, ça fait 40 décibels, vous avez un gain de 40 décibels. Est-ce que c'est un filtre ça? Non, c'est pas un filtre. Du coup,
si on parle de H0, de l'amplification, alors c'est difficile parce qu'ici c'est l'amplification dans la bande passante, mais il n'y a pas de bande passante vu que c'est pas un filtre. Mais bon, ici l'amplification c'est 100. Même chose ici pour si on prend R2 qui est égal à 10 fois R1. Donc par exemple, vous prenez R1 égale 1 kΩ, R2 égale 100 kΩ. Et bien du coup, vous allez avoir une amplification de 10 et donc un gain de 20 décibels, constant, quelle que soit la fréquence du signal sinusoïdal que vous envoyez en entrée. Bon, même chose si ça vaut 2, hein. Voilà, ça c'est la théorie. Donc, en pratique, voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que si on réalise l'expérience, vous allez avoir des courbes de gain qui ressemblent à ça. Donc, quand vous êtes à R2 égale 2, 100 fois R1, R2 égale 10 fois R1, R2 égale 2 fois R1. Donc, vous voyez bien que vous avez un gain qui est constant à 6 décibels, un gain qui est constant à 20 décibels, un gain qui est constant à 40 décibels, sauf que plus le gain augmente, plus l'amplification augmente, plus en fait on s'éloigne du cas idéal. C'est-à-dire qu'ici on avait un système qui n'était pas un filtre, alors qu'ici on a un système qui est un filtre qui est d'ailleurs un passe-bas. Donc en fait, ce que j'ai écrit ici, hein, le gain n'est pas constant, il dépend de la fréquence du signal d'entrée, et on reconnaît le diagramme en gain d'un passe-bas. Donc ça veut dire qu'en fait notre formule qui est là, qui était ici, hein, celle-là, qu'on a appliquée grâce à ce qu'on avait vu depuis le début du chapitre, elle n'est plus valable. Le modèle, là, il est plus valable. Vous savez, quand à chaque fois on fait un écart relatif, vous dites l'expérience est concluante. Là, clairement, hein, on s'attend à ça, et on a ça. Donc là, c'est vraiment que notre modèle est faux. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Et justement, c'est une limite de l'amplificateur idéal. Oui, c'est vraiment le cas, parce qu'il n'est pas idéal, justement, il est réel. Donc, ce que je vous disais, donc on reconnaît un passe-bas. Si vous tracez l'asymptote qui est la même pour les trois courbes, hein, on a pour une décade moins 20 décibels, donc ça fait moins 20 décibels par décade. Comme c'est un passe-bas, c'est un ordre 1 en plus. Et la largeur de la bande passante, qu'est-ce qui se passe? Plus on a une amplification qui augmente, plus la largeur de la bande passante diminue. Donc en fait, plus on va vouloir amplifier, moins on va pouvoir amplifier une gamme large de fréquences. Et ça, justement, d'où ça peut provenir? Eh bien, en fait, ici, ça va provenir du fait que la ligne n'est pas idéale, il est réel. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, hein. En fait, ça, là, est-ce que ça ressemble à un passe-bas? Si vous regardez la forme canonique d'un passe-bas d'ordre 1, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est pas juste moins R2 sur R1, c'est pas juste une valeur. Il y a du 1 plus J oméga sur oméga C. Alors, du coup, comment on peut se dire, du coup, si on a une transmittance qui ne correspond pas, où est notre erreur? Ce que je vous ai écrit ici, hein, c'est qu'en fait, c'est la Li, sa composition interne, qui engendre ce filtrage. Juste un petit truc, il faut que vous traciez, en fait, on va faire un petit truc, c'est que je vous ai mis ici les valeurs des amplifications dans la bande passante. Là, je peux le dire, vu qu'il y a une bande passante maintenant. Il faut déterminer la largeur de la bande passante. Pour faire ça, en fait, vu que c'est des passe-bas, il suffit de déterminer la fréquence de coupure. Donc ici, sur le graphe, hein, j'ai tracé en fait 40, le gain max, moins 3, donc à 37. La fréquence de coupure, elle est à 500 Hz. 20 moins 3, donc ça fait 17, je suis à 5000 Hz. Et là, après, je l'ai fait, hein, j'ai déjà rempli à 3, donc à 6 moins 3, donc à 3 décibels. Si vous allez chercher, ça va faire à peu près 25 000. Et donc, si vous faites la multiplication, tiens, par hasard, on va faire la multiplication de l'amplification fois la bande passante. Et bien, si vous regardez, vous trouvez toujours la même valeur. Et vous voyez que plus l'amplification ici augmente, en fait, plus la largeur de la bande passante diminue. Par contre, le produit des deux est toujours constant. Et bien justement, c'est ce qui vous est indiqué ici. En fait, c'est ce qu'on appelle le produit gain bande passante ici. Ce qu'appelle le constructeur le produit gain bande passante. C'est-à-dire que, en fait, c'est une constante. Et plus vous allez avoir un gain important, plus la bande passante va diminuer. Et ici, il faut faire attention à un truc. Donc, c'est ce que je vous ai écrit ici, hein. La définition du produit gain bande passante, il faut faire attention, c'est H0 fois delta F. Et H0, en valeur absolue, hein, ce n'est pas le gain, c'est l'amplification. C'est le tout premier truc qu'on a écrit dans le cours. Donc en fait, ce qu'on appelle le produit gain bande passante, en fait, ça devrait être le produit amplification bande passante, ou même mieux, amplification statique bande passante. Sauf qu'en fait, c'est un anglicisme. En fait, du coup, on a traduit ce que les Anglais, le mot anglais en français, sans vraiment bien le traduire. Donc du coup, on dit gain bande passante, même si c'est, il faudra faire attention, le produit amplification bande passante ici. Hein. C'est pas G0 dB fois delta F, quoi, carrément. Hein. C'est H0. Et en général, donc H0, il n'a pas d'unité, delta F, c'est en Hertz, donc ça fait un produit en Hertz. Souvent, c'est de l'ordre du mégahertz. Voilà pour ce troisième épisode, et nous avons terminé le chapitre 10. Et je vous laisse donc maintenant faire les exercices.